Bonjour à tous. Alors, histoire de faire un point sur vos connaissances avant la rentrée en troisième, nous vous proposons de vous lancer sur un sujet de brevet. Alors, l'objectif n'est pas de vous faire peur, mais déjà, premièrement, de vous montrer à quoi ressemble un sujet de brevet, et deuxièmement, vous savez que vous êtes évalué sur tout le programme du collège. Donc, vos connaissances actuelles vous permettent déjà de traiter des sujets de brevet. Alors évidemment, vous allez voir qu'il y a 2 ou 3 questions qui vous mettront en difficulté, car vous n'avez pas appris les notions correspondantes qui sont justement au programme de troisième, mais vous allez quand même pouvoir vous en sortir. Donc on se lance tranquillement. Alors voici le sujet qui a été donné il y a tout juste 2 mois à vos anciens camarades de troisième. Donc c'est le sujet officiel, il est présenté de cette façon, donc vous voyez la matière, la série, la durée de l'épreuve, le nombre de points correspondant à cette épreuve, le nombre de pages, la calculatrice qui est bien autorisée. Donc vous avez cet exercice avec le barème correspondant. Donc on vous précise aussi que l'évaluation va prendre en compte la clarté, la précision de vos raisonnements et ainsi que la qualité de la rédaction. Et elle prend aussi en compte les essais et les démarches engagées. Donc ça veut dire qu'en fait, pour des exercices, si vous n'arrivez pas à terminer, à finir, à savoir comment faire pour arriver au résultat attendu, euh, notez quand même votre raisonnement, ça peut toujours vous rapporter des points. Évidemment, il faut que ce soit bien cohérent avec l'exercice. Si vous regardez les points, si vous faites le total de ces points, vous remarquerez que ça fait directement 100. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y aura plus de points de présentation. Donc tout ce qui concerne justement la présentation et la rédaction, en fait, c'est déjà inclus dans le barème des exercices. Allez, on va commencer du coup à regarder le sujet en entier. Donc, en fait, avant de commencer, avant de vous lancer dans l'exercice numéro 1, exercice numéro 2, euh, parcourez un petit peu d'abord le sujet, regardez les différents thèmes traités par les exercices. Donc là, par exemple, l'exercice numéro 1, donc vous allez voir que c'est un exercice de géométrie dans l'espace. Il va falloir calculer des volumes. Exercice numéro 2, donc là, il s'agira d'un exercice en statistique. Ici, on vous parle de moyenne, d'étendue. Exercice numéro 3, de probabilité. Exercice numéro 4, donc ça va être un exercice de géométrie pleine, donc avec des triangles rectangles. Il faudra calculer des longueurs, etc. Donc triangle, rectangle, donc ça devrait vous parler un petit peu. Triangle, rectangle, donc théorème de Pythagore, etc. Exercice numéro 5, donc vous avez un programme de calcul. Il va falloir donner donc son expression sûrement, de développer, etc. Donc un peu de calcul littéral. Exercice numéro 6, vous l'avez reconnu, donc c'est du scratch, donc un peu d'algorithme. Et enfin, exercice numéro 7, vous avez du coup un graphique. Il faudra en faire une lecture. Et puis là, vous avez une formule. Et donc, il s'agira un peu de calcul littéral, encore une fois. Donc justement, en faisant l'inventaire de ces différents thèmes, ça vous permettra de choisir de choisir l'ordre de vos exercices. Puisque, hop, on vous rappelle que le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer par l'exercice numéro 1 si pour vous le calcul de volume, vous ne le sentez pas. Donc si vous préférez commencer par la probabilité, exercice numéro 3, eh bien en avant exercice numéro 3 et puis c'est parti. Et puis après vous pourrez faire l'exercice numéro 7, enfin bref, dans l'ordre que vous voudrez. Alors, moi j'ai commencé la correction. Donc je vais faire pour le coup dans l'ordre des exercices de ce sujet, donc exercice 1, 2, 3 et 4. Et Monsieur Chevarier prendra le relais avec la correction des exercices 5, 6 et 7 dans une deuxième vidéo. Allez, on va commencer du coup la correction de l'exercice numéro 1.
Alors, le gros globe de cristal est un trophée attribué au vainqueur de la Coupe du monde de ski. Ce trophée pèse 9 kg et mesure 46 cm de hauteur. Alors, le biathlète français Martin Fourcade a remporté le 6e gros globe de cristal de sa carrière en 2017 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Alors, il faut donner approximativement la latitude et la longitude de ce lieu qui est repéré sur la carte ci-dessous. Alors, la longitude et la latitude de Pyeongchang. Alors, je vais mettre en feutre. OK. Et donc, je vais repérer la latitude et la longitude. Alors, pour rappel, la longitude, c'est ça. Donc, autrement dit, sur la verticale. Et la latitude, c'est le repère horizontal. Donc, on repère déjà Pyeongchang, qui est ici. Et donc, si je veux la longitude, hop, eh bien, je redescends. Et donc, c'est ici. Sachant que là, vous voyez, donc là, on a 30, ensuite 60, 90, 120. Donc, ce qui veut dire que chaque trait vertical correspond à 15 degrés. Donc, ça veut dire que là, à 120, ici, on serait donc, je vous dis à 15 degrés, donc à 135 degrés, et ensuite 155. Donc, du coup, là, on serait entre 120 et 135 degrés. On peut dire qu'on est environ à 130 degrés. Donc 130 degrés de longitude. Et donc, je vais faire une autre couleur en vert pour la latitude. Donc la latitude, c'est horizontal. Et donc là, on voit qu'on va être entre 30 et 40. Donc on va dire 35 degrés de latitude. Donc vous pourrez écrire en phrase réponse que d'après la carte, Pyeongchang est situé approximativement à 130 degrés de longitude et 35 degrés de latitude. Allez, on va poursuivre du coup cet exercice. Alors, on considère que ce globe est composé d'un cylindre en cristal de diamètre 6 cm qui est surmonté d'une boule de cristal. Alors, il va falloir montrer qu'une valeur approchée du volume de la boule de ce trophée est de 6371 cm3. Alors, nous, on veut juste le volume de la boule. Alors, si c'est le volume de la boule, c'est-à-dire qu'on cherche juste cette partie-là de notre trophée. Alors, on cherche le volume de la boule, sachant que dans les rappels, on vous dit que le volume de la boule est donné par une formule. Donc en gros, il suffira simplement de remplacer dans la formule. Donc V est égal à 4 tiers fois pi fois R au cube. Alors R, c'est le rayon. Or ici, on vous donne le diamètre. Donc le diamètre est de 23 cm. Donc ce qui veut dire que le rayon sera de 23 divisé par 2 au cube. Donc on prend la calculatrice, on calcule et on va trouver 6370,626, ce qui fait environ en fait 6371 cm3. Donc c'est ce qu'il fallait en fait démontrer. Alors, troisième question. Marie affirme que le volume de la boule de cristal représente environ 90% du volume total. Donc, c'est-à-dire que le volume, donc le volume de la boule
va représenter en fait 90% du volume total. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sachant que déjà le volume de la boule fait déjà 6371, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc 6371 cm3. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la proportion sur sur le trophée, donc c'est-à-dire sur le volume total. Donc pour avoir le volume total, sachant qu'on a déjà le volume de la boule, eh ben on va chercher le volume de cette partie-là, sachant que le globe est composé du cylindre et de la boule. Donc ça veut dire que ça, c'est un cylindre. Alors, donc on va calculer le volume du cylindre. Donc volume du cylindre. Et donc pour cela, eh ben, on utilise le rappel qui est donné ici. On vous donne la formule. Donc on l'utilise tout bêtement. Donc le volume du cylindre, c'est pi fois r au carré fois h. Alors r, c'est le rayon toujours. Sauf qu'ici, on vous donne 6 cm qui est le diamètre. Donc si on veut avoir le rayon, eh bien, il va falloir faire 6 sur 2 au carré. Et h, c'est la hauteur du cylindre. Donc ça, c'est votre cylindre. Et la hauteur est de 23 cm. Donc évidemment, quand vous faites les calculs, vérifiez bien vos unités. Donc là, c'est en centimètres et là, c'est aussi en centimètres. C'est la même unité, donc il n'y a pas de conversion à faire. Et donc, vous prenez votre calculatrice et quand on va faire le calcul, on va trouver que le cylindre va faire environ 650,31 cm3. Donc, si ça c'est le volume du cylindre, eh bien, je vous rappelle qu'on cherche le volume total du globe. Donc, pour rappel, le globe, c'est le trophée. Donc, pour avoir le volume total, eh bien, on va faire le volume de la boule plus le volume du cylindre. Et donc, on va trouver environ 7201 cm3. Alors, ça, c'est le volume total. Et donc ça, c'est le volume du globe. Donc maintenant, il va falloir vérifier l'affirmation de Marie. Alors, pour cela, là, on parle de pourcentage, donc de 90%. Donc ça veut dire que 6371 représenterait 90% de 7201. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut considérer que 7201, puisque ça correspond à la totalité du trophée, c'est en fait 100%. Donc combien représente le volume de la boule, c'est-à-dire 6371 en pourcentage? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit en croix, tout simplement. Donc 6371 fois 100 divisé par 7201, on va trouver environ. Alors sur la calculatrice, vous allez voir 90,73, etc. Donc en fait, environ 91%. Alors, Marie, on relit du coup l'énoncé. Marie affirme que le volume de la boule de cristal représente environ 90%. Donc, est-ce qu'elle a raison? 91%, c'est environ 90%.
Donc oui, Marie a raison. Donc on peut considérer que Marie a raison. Voilà pour le premier exercice. Donc vous voyez que finalement, premier exercice, pas de grande difficulté. On vous donne, pour les connaissances, on vous donne déjà tout ce qu'il faut. Allez, on va passer du coup à l'exercice numéro 2. Alors, parmi les nombreux polluants de l'air, les particules fines sont régulièrement surveillées. Alors, les PM10 sont les particules fines dont le diamètre est inférieur à 0,01 mm. Et donc en 2017, Lyon et Grenoble ont connu un épisode de pollution aux particules fines. Donc on nous donne des données statistiques. Alors ici, vous avez des données pour Lyon et là, vous avez des données pour Grenoble. Donc sur la même période, du 16 au 25 janvier 2017. Alors, première question, on vous demande la plus forte concentration entre le 16 et le 25 janvier. Donc laquelle de ces deux villes, à Lyon ou à Grenoble, a-t-on la plus forte concentration moyenne en, en PM10 entre le 16 et le 25 janvier? Alors on veut la concentration moyenne. Donc à Lyon, alors quelle est la concentration moyenne? Alors si on regarde du coup les données, donc là vous avez moyenne est de 72,5 microgrammes par mètre cube. Donc la moyenne est de 72,5 microgrammes par mètre cube. Ensuite, à Grenoble. Alors, ici pour les données, on a la concentration qui correspond à chaque jour entre le 16 et le 25 janvier. Donc si on veut une concentration moyenne, eh bien, il va falloir calculer une moyenne. Et calculer une moyenne, bah, ça, vous savez faire. Alors, comment on fait? Eh ben, on va additionner toutes les concentrations. Donc, 32 plus 39 plus 52 plus 57 plus 78 plus 63 plus 60 plus 82 plus 82 plus 89. Pardon, je me suis trompée, c'est un 2. Et ensuite, on va diviser par le nombre de valeurs qu'on vient de noter. Autrement dit, le nombre de jours, c'est-à-dire 10. Et on va trouver une concentration moyenne alors de 634 exactement sur 10, c'est-à-dire de 63,4 microgrammes par mètre cube. Du coup, on va pouvoir en conclure. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la moyenne à Lyon, elle est plus grande que la moyenne à Grenoble. Ça veut dire que Lyon a la plus grande concentration moyenne en PM10. Alors ensuite, il faut calculer l'étendue. Alors l'étendue, donc on est toujours dans l'exercice numéro 2. L'étendue, donc pour Lyon. Alors l'étendue pour Lyon, donc je rappelle que l'étendue, c'est la valeur la plus haute moins la valeur la plus basse. Donc à Lyon, l'étendue sera de, donc sachant que la concentration maximale est de 107 et que la concentration minimale est de 22, il suffit de faire la différence pour déterminer
l'étendue, donc qui est ici de 85 microgrammes par mètre cube. Donc on va faire la même chose à Grenoble. Alors pour Grenoble, donc on cherche la plus grande valeur. Donc ici, ça va être donc 89. Et la plus petite valeur, donc 32. Est-ce qu'il y a plus petit? Non. Donc 89 moins 32, on trouve 57 microgrammes par mètre cube. Donc ce qui veut dire qu'en fait que l'étendue est plus importante à Lyon. D'accord? Et on vous demande aussi d'interpréter ce résultat. Donc ça veut dire que du coup la série, elle est beaucoup plus dispersée. Donc la série est plus dispersée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration minimale et concentration maximale journalière est beaucoup plus importante justement à Lyon qu'à Grenoble. Donc la concentration, donc c'est-à-dire que la concentration maximale et la concentration minimale est plus importante qu'à Grenoble. Voilà, donc si la série est dispersée, ça veut dire que du coup l'écart, ah oui pardon, que l'écart entre la concentration maximale et la concentration minimale est important, est plus important du coup à Lyon qu'à Grenoble. On termine par la question numéro 3. Alors, on va pouvoir normalement avoir assez de place ici pour faire la dernière question. Alors, du 16 au 25 janvier, le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube par jour a été dépassé au moins 5 fois à Lyon. Alors, on veut savoir si l'affirmation, elle est exacte ou non. Alors, on sait qu'il y a, donc là, l'étude se fait sur 10 jours. Donc, l'étude se fait sur 10 jours. Et nous, on veut savoir si le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube a été dépassé au moins 5 fois. Donc, on sait que la médiane, donc là, on cherche à Lyon, on va regarder du coup, on sait que la médiane à Lyon est de 83,5 microgrammes par mètre cube. Alors, médiane, qu'est-ce que c'est? La médiane, c'est la valeur qui va partager une série en deux parties égales. Donc, un exemple rapide. Donc, une médiane, c'est par exemple si je vous donne une série, donc rien à voir avec cet exercice, hein. Je vous donne du coup une série, n'importe, de nombres. Allez, je vais en rajouter encore 2. Hop, voilà. Donc cette série comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Eh bien, la médiane, c'est la valeur qui va partager votre série en deux parties égales. Donc là, du coup, vous avez 3 valeurs avant la médiane et 3 valeurs après la médiane. Donc si je regarde dans une classe, donc si on, par exemple, dans une évaluation. Pour une évaluation, vous avez donc dans une classe de 30 élèves, admettons, eh bien, la médiane, ça va être la valeur qui va partager la classe en deux. Donc si vous êtes 30, admettons que la médiane est de 9.
si la médiane est de 9 pour une évaluation dans une classe de 30 élèves. Ça veut dire que vous êtes 15 à avoir moins de 9 et 15 à avoir plus de 9. Donc si vous avez compris ce que c'est que la médiane, on va reprendre du coup la question numéro 3. Alors, et donc on va exploiter l'information donc, que la médiane est de 83,5 microgrammes par mètre cube. Donc ça veut dire que sur 5 jours, on a relevé une concentration qui a été en fait inférieure à 83,5 microgrammes par mètre cube, ou même supérieure à 83,5 mètres cubes. Donc sur 5 journées, on a une concentration supérieure à 83,5, c'est-à-dire supérieure. Et comme 83,5 est supérieur à 80, et ben ça veut dire que l'information, elle est exacte. Donc on va écrire ça. Donc la médiane est de 83,5 microgrammes par mètre cube. Et puisque, oui, donc pardon, j'ai oublié de dire que du coup, puisque c'est la médiane, ça veut dire qu'il y a 5 journées pour 5 journées, la concentration relevée est supérieure à 83,5 microgrammes par mètre cube. Et puisque 83,5 est supérieur à 80, donc forcément l'affirmation est juste. Puisque dans l'affirmation, on nous dit que le seuil d'alerte a été dépassé au moins 5 fois à Lyon, donc ce qui est vrai. Alors l'affirmation est vraie. Voilà pour l'exercice numéro 2. Alors on passe ensuite à l'exercice numéro 3, donc l'exercice de probabilité. Alors dans son lecteur audio, Théo a téléchargé 375 morceaux de musique. Parmi eux, il y a 125 morceaux de rap. Donc il va appuyer sur la touche aléatoire qui lui permet d'écouter un morceau, donc choisi totalement au hasard. Et donc on veut la probabilité qu'il écoute du rap. Alors donc là c'est de la probabilité, mais vous avez déjà un petit peu la notion de probabilité, donc qui est un peu en fait comme de la proportion. Donc quelle est la probabilité qu'il écoute du rap? Donc sachant que au total il y a 375 musiques en tout. Donc vous pouvez le schématiser si vous voulez. Donc en tout, donc là on a 375 musiques en tout. Et dans toutes ces musiques-là, il y a 125 morceaux de rap. Donc si on veut avoir la probabilité qu'il écoute du rap, donc la probabilité qu'il écoute du rap, eh ben c'est le nombre de chansons de rap sur le nombre de musiques au total. Voilà, et donc ça fait 1/3. Donc la probabilité qu'il écoute du rap est de 1/3. Alors on sait que la probabilité qu'il écoute du rock est de 7/15. Alors si vous vous rappelez comme on a fait pour calculer la probabilité qu'il écoute du rap, c'est le nombre de chansons de rap sur le nombre de chansons totales. Alors sachant que la probabilité qu'il écoute une chanson de rock est de 7/15,
Eh bien, donc ça veut dire que la proportion de chansons de rock est de 7 sur la proportion totale. Donc, sachant qu'il y a 375 chansons au total, eh ben, on va devoir prendre cette proportion et la mettre sous forme d'une fraction dont le dénominateur est de 375. Et nous, ce qu'on cherche, c'est cette valeur-là. Et pour obtenir cette valeur, eh ben, si vous regardez juste ça, juste cette égalité de deux fractions, on cherche ce nombre-là, et ben, on fait juste le produit en croix. Donc on fait 7 fois 375 divisé par 15. Et on va trouver 175. Donc il a 175 morceaux de rock. Et enfin, dernière question. Alors, Alice possède 40% de morceaux de rock dans son lecteur audio. Si Théo et Alice appuient tous les deux sur la touche aléatoire de leur lecteur, lequel a le plus de chances d'écouter un morceau de rock? Alors, Alice, elle a 40% de morceaux de rock, c'est-à-dire 40%, c'est-à-dire 0,4. Théo, lui, donc on sait qu'il a 7 sur 15. Il a une probabilité de 7 sur 15 pour une probabilité de 7 sur 15 pour tomber sur une musique de rock. Et 7 sur 15, c'est environ 0,47. Voilà, donc le tour, en fait, c'est de mettre sous la même forme. Donc là, des nombres à virgule. 0,4, c'est plus petit que 0,47. Donc, qui c'est qui a le plus de chances d'écouter un morceau de rock? C'est donc Théo. Donc, Théo a plus de chances d'écouter un morceau de rock. Donc, un morceau, hein, pas un morceau. Voilà pour l'exercice numéro 3. Allez, on termine du coup pour cette première partie par l'exercice numéro 4. Alors, si je vais sortir du coup le document, donc la représentation voilà, de l'exercice, donc la figure de l'exercice numéro 4. Alors, première question, il faut montrer que la longueur BD qui est ici est de 4 cm. Donc la longueur BD, elle est là. Et on veut donc démontrer que ça fait 4 cm. Alors, si on regarde du coup la figure, qu'est-ce qui nous est présenté? Alors, C, B, E sont alignés. ABC est un triangle rectangle en A. Et BDC est un triangle qui est rectangle en B. Alors, on cherche la mesure de l'angle BD. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que BCD est un triangle rectangle. Et on cherche la mesure de cette longueur, sachant qu'on connaît BC et CD. Il n'y a plus trop à réfléchir. On se lance directement dans la rédaction. Dans le triangle BCD, qui est rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, alors, ben, DC au carré égale BC au carré plus BD au carré. Alors, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, DC 8,5 au carré
BC fait 7,5 au carré et BD, c'est justement ce qu'on cherche. Alors, on a bien dit que c'est ce qu'on cherche. On nous demande de montrer que ça fait 4. Donc, hors de question de remplacer BD par 4. On ne sait pas, on veut montrer que. Donc, on va chercher à calculer. Alors, donc ça fait 72,5, 72,25, donc qui est égal à 56,25 plus BD au carré. Donc, si je veux BD au carré, il va falloir faire 72,25 moins 56,25. On va trouver 16. Et la racine carrée de 16, ça fait 4. Donc on obtient bien une longueur de 4 cm pour BD. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, il faut... alors non, je vais reprendre du coup la figure. Alors deuxième question, il faut démontrer que CBD et BFE sont deux triangles qui sont semblables. Alors, deux triangles qui sont semblables, ça veut dire quoi? Alors on est sur ces deux triangles-là, hein, d'accord? Deux triangles qui sont semblables, ça veut dire que si on va prendre du coup des côtés qui sont qui se correspondent. Donc par exemple là, on a vu que ça faisait 4 cm là. Voilà. Si vous regardez bien du coup, si on regarde la plus grande longueur, celle-ci et celle-ci. Tenez d'ailleurs, on va les mettre en couleur. Donc par exemple, donc ces deux plus grands côtés. Eh bien normalement, donc ils se correspondent pour ces deux triangles. Alors 4, qui est donc le plus petit côté, il doit normalement correspondre à ce côté-là. Et donc le dernier côté, celui-ci doit correspondre à celui-ci. Alors quel est le lien de correspondance? Eh bien le lien de correspondance, c'est la proportionnalité. Donc il suffit de faire les rapports. Donc là, on est à la deuxième question, hein. Donc on va faire, par exemple, on va commencer par le bleu là. Si je prends d'abord ce triangle, sur ce triangle. Donc si je fais CB sur BF, donc on a 7,5 sur 6, eh bien on va trouver un rapport de 1,25. Donc ça veut dire que ce côté est 1,5 fois plus grand que celui-ci. Ok? Si on fait le même travail avec tenez, si on va faire le travail avec les côtés rouges. Donc on va faire d'abord sur ce triangle, Donc CD sur BE. Donc ça fait 8,5 sur 6,8. Et bien on trouve également 1,25. Donc là vous faites BD sur FE. Le calcul donc, nous donne 4 sur 3,2 et en fait vous allez voir que ça fait également 1,25. Autrement dit, les côtés qui sont homologues, donc celui-là avec celui-là avec celui-là, et ben ils ont des longueurs qui sont proportionnelles. Si on a les côtés homologues qui ont des longueurs proportionnelles, on a alors deux triangles qui sont semblables. Alors, les triangles BCD et, alors attention, on va juste les nommer comme c'est indiqué dans l'énoncé. Donc CBD et BFE sont semblables. Voilà. Donc je vais enchaîner aussi avec la question 3.
Alors, Sophie affirme que l'angle BFE qui est ici, BFE, celui-ci, cet angle-là. Alors, elle affirme que cet angle est un angle droit. Alors, est-ce qu'elle a raison? Eh bien, justement, on a dit que ce triangle et ce triangle sont semblables. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont quasiment ces deux figures qui sont semblables. C'est en fait les mêmes. Les mêmes, mais en plus petit ou en plus grand. Donc, puisque BCD et BFE sont des triangles qui sont semblables, sachant que ce triangle, on nous l'a présenté comme étant un triangle qui est rectangle en B, et bien forcément BFE sera aussi un triangle qui est rectangle. Et puisque l'angle droit est opposé au plus grand côté, et bien dans ce triangle, le plus grand côté c'est BE, donc l'angle droit sera forcément en F. Alors, on reprend donc pour la rédaction. Donc, sachant que CBD et BFE sont deux triangles qui sont semblables. Or, CBD est un triangle rectangle en B, alors BFE est un triangle rectangle en F. Il faudra quand même bien répondre à la question, c'est-à-dire conclure que BFE est un angle droit. C'est-à-dire que Marie, elle a raison. Allez, on va terminer du coup par la question 4. Ouais, allez, on va rouvrir du coup le fichier une dernière fois. Alors, pour la question 4, on va aller assez rapidement parce que du coup, en fait, on vous demande si l'angle ACD est un angle droit. Donc l'angle ACD, cet angle-là. Ok? On vous demande si c'est un angle droit. Alors, pour savoir si c'est un angle droit, il faut savoir si la mesure de l'angle ACD est de 90 degrés. Donc, on sait que ACB fait 61 degrés. Donc, nous, ce qui nous manquerait, c'est la mesure de cet angle-là. Voilà. Et en fait, pour avoir la mesure de cet angle-là, donc justement, ça va être une question un peu difficile à traiter puisqu'il va falloir utiliser la trigonométrie. Et la trigonométrie, eh bien ça, vous ne savez pas faire. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. On va considérer, donc je vais vous donner quand même le résultat, donc pas tout le raisonnement. Je vous laisserai, on reprendra du coup quand on traitera justement la trigonométrie. Donc pour la question 4, donc par la trigonométrie, on trouve en fait que l'angle BCD mesure 28 degrés. Et donc, quand on va faire le calcul, BCD plus BCA, ça va nous donner donc 28 plus 61, ce qui fait 89 degrés. Et 89 est différent de 90, donc l'angle ACD n'est pas droit. Et pour bien répondre à la question,
on conclut bien que Max n'a pas raison. Voilà pour la question 4. Alors, avant de terminer, en fait, je viens de me rendre compte que je voulais donner une information supplémentaire pour l'exercice, pour la question numéro 3. Pour la question numéro 3, non, pardon, pour la question numéro 2, pour démontrer que CBD et BFE sont semblables. Alors, en fait, on avait le choix, donc soit de traiter justement avec les longueurs. Donc vous vous rappelez, si je prends, donc là on avait 4 cm. Donc si on avait 4 cm ici, j'aurais dû y penser tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais refaire rapidement. Donc on avait le choix, hein, soit de vérifier si les côtés homologues des triangles étaient proportionnels ou pas. Donc ici, ce qui est bien le cas. Donc si c'était bien le cas, alors on peut en déduire que les deux triangles étaient semblables. Et en fait, la deuxième méthode, pour démontrer que deux triangles qui sont semblables, c'est de faire avec les angles. C'est-à-dire qu'on pouvait déterminer du coup cet angle. Alors, cet angle-là, du coup, il est droit. Ensuite, dans ce triangle, on pouvait déterminer cet angle et cet angle. Donc, si on trouvait que cet angle était égal à cet angle, et en parallèle, on trouvait que cet angle était égal à cet angle, et en même temps que cet angle est égal à cet angle, et bien du coup, on pouvait en déduire que les triangles sont semblables. Donc c'était totalement possible de faire avec cette méthode. Alors c'est par contre plus long que ce qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'il aurait fallu déterminer du coup chacun de ces angles. Et pour justement déterminer chacun de ces angles, et ben, il faut en fait justement utiliser la trigonométrie, chose que vous ne pouvez pas faire là maintenant. Et donc une fois que vous avez déterminé les angles, donc en déduire que les triangles sont semblables. Mais vous voyez que même sans la trigonométrie, en fait, donc avec la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, vous êtes totalement capable de faire la question 2. Voilà. Donc c'est terminé pour moi. Je vous laisse du coup la suite avec Monsieur Chevarier. Et bon travail.